vraiment un projet qui vient expliquer pourquoi il a échoué. Dans les communs, en fait, on capitalise à chaque fois. Chaque acteur qui utilise la ressource, elle progresse. On peut, dans un écosystème, mutualiser des ressources et amener les acteurs à collaborer pour cette ressource dont ils ont besoin qui n'est pas compétitive. Donc il y a clairement un effet d'apprentissage pour travailler ensemble. Et plus il y aura d'actifs développés, plus on va pouvoir aller vite dans ce domaine-là. Sonia Laladinho, on a parlé de dépossession. Est-ce vraiment possible? Est-ce que dans le changement de comportement, on peut l'imaginer assez rapidement? Et une question subsidiaire, c'est est-ce qu'on passe pas d'une dépendance à une autre, on libère les mains de la voiture pour les encombrer avec un téléphone portable? La dépossession, pour moi, elle est effectivement clé dans le sens que pour la ville, l'enjeu, c'est l'espace. C'est l'espace qui est la ressource rare. Et quand on dit qu'est-ce qui va transformer vraiment les villes dans toute cette affaire d'autonomisation et donc de conduite automatisée et de voitures autonomes, c'est tout l'espace qu'on va pouvoir libérer, notamment en stationnement, qui ne sera plus du tout nécessaire. Ça pose aussi quand même beaucoup de questions sur que fait-on de toutes ces friches de stationnement, y compris du stationnement souterrain aujourd'hui, qui sera beaucoup moins nécessaire. Imaginons un scénario dans lequel vous n'avez plus besoin, pour une ville comme Paris, que de 20 000 ou 50 000 voitures autonomes, au lieu des millions qui circulent aujourd'hui, et puis dans lequel ces voitures circulent constamment, et dans lequel vous n'avez plus du tout le problème. Le problème finalement sera celui de la dépose. Vous déposerez ou au plus près ou sur des plateformes de dépose, mais en aucun cas vous aurez besoin de stationner en principe si on est dans le scénario partagé. Et c'est pour ça que ce scénario partagé est si important. C'est-à-dire c'est pour ça que de mon point de vue les villes devraient aujourd'hui déjà se battre alors à fond sur cette question de quel est le modèle de cette voiture autonome. Ça ne peut pas être un modèle de possession. Et c'est quand même une question que je vois très peu de villes se saisir de cette question aujourd'hui. Et je vois très peu de DSP, de contrats de DSP dans lesquels on discute de quels seront ces nouveaux modèles, alors que cette voiture, alors je rejoins un peu les débats sur la vitesse de l'accélération. Ce qui quand même change ici, c'est que le comportement est totalement différent. Il ne s'agit pas d'avoir une voiture électrique qui reste une voiture, il s'agit d'avoir une maison, c'est autre chose, c'est un autre objet. C'est donc un autre désir que j'aurai pour cet objet. Et c'est ça qui va accélérer fondamentalement l'uptake de cette voiture autonome qui n'a rien à voir avec les voitures telles qu'on les connaît. Donc ça va vraiment accélérer beaucoup plus vite de mon point de vue que ce qu'on peut penser. Ce sera une question peut-être d'une dizaine d'années à peine, parce que même si cette voiture est beaucoup plus chère, ce qu'elle représente est beaucoup plus intéressant en termes de confort et en termes de temps plein et en termes de sociabilité. Ce qu'elle me propose, c'est très différent comme expérience. Et comme on sait que les gens, c'est là qu'ils investissent leur argent, on sait bien que du coup l'uptake va être beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer. Mais moi je ne vois pas les villes préparées aujourd'hui, elles ne sont pas préparées. Alors ce que je trouve qui est quand même intéressant, et je rejoins alors pour le coup ce qui a été déjà dit sur Habitat 3, Habitat 3 cette année va effectivement inclure dans la déclaration, alors c'est un tout petit paragraphe mais c'est une grande victoire pour nous qui travaillons sur l'espace public, pour la première fois nous aurons un paragraphe qui traite de la qualité de l'espace public et qui dit sciemment, c'est important, les pays, les gouvernements... À ce processus global, pour revenir à l'agenda global, est-ce que, de votre point de vue, on a une prise en main de ces enjeux-là, et notamment sur des questions simples dans des pays qui ne sont peut-être pas à la pointe de l'innovation en termes de smart cities, etc., d'un point de vue institutionnel ou d'un point de vue du financement. Les questions restent posées dans beaucoup de pays, n'est-ce pas? Restent largement devant nous. Il y a un certain nombre de pays qui mettent en place des politiques et des stratégies nationales, avec des volets réglementaires, financiers, fiscaux. Et puis on a un paquet de pays qui n'en ont pas. Donc, et même en Europe, on l'a vu. Juste pour revenir sur le débat d'avant, le fait que la question de l'innovation technologique soit l'arbre qui cache la forêt, l'innovation aujourd'hui, même en France, c'est dans les périphéries urbaines des villes moyennes, comment on va faire pour desservir des quartiers en extension dans un contexte de réfaction des ressources. C'est ce que nous disent les élus des collectivités. Sur le plan international, en 2050, il y aura 2,5 milliards de personnes qui vivront dans des bidonvilles, c'est-à-dire dans des périphéries des villes qui auront été structurées par rien. Donc l'innovation aujourd'hui, il y a un puissant appel, il y a un puissant besoin d'innovation, dont la technologie, je suis désolé de le dire, n'est que la partie, je dirais, secondaire du sujet.
Le problème c'est aujourd'hui comment construire des villes, ou des quartiers de ville, ou des morceaux de ville qui soient à peu près supportables et vivables. Et ça vaut aussi bien chez nous dans la périphérie que dans le tiers-monde, hein, enfin pour dire ça comme ça. Et ça nous renvoie bien à des politiques urbaines. Hein. Je crois qu'aujourd'hui le risque, et les travaux qui sont faits au plan européen le confirment, il y a un risque de désaffection des États. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la décentralisation, que nous pratiquons d'ailleurs en France, hein, de plus en plus et de plus en plus largement, et c'est tant mieux, il peut y avoir des risques de désengagement de ces politiques-là. Hein, et au nom de la pénurie de moyens, etc., il peut y avoir des risques de désengagement. Et ces risques feront que les technologies, même les plus savantes, ne résolveront pas les problèmes à moyen et long terme. Donc j'insiste sur ce point, il y a un besoin d'innovation aujourd'hui sur le territoire, y compris dans les pays du Sud. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de ces agendas? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que on espère tous qu'on est sorti de la COP21 avec un Lima Paris Action Plan et quelques actions un peu significatives, dont une portée par la CODETU, à laquelle Europe s'associe avec d'autres, et il faudrait qu'il y en ait d'autres qui s'associent à cela. On aimerait que les bailleurs de fonds, d'une manière générale, soient un peu plus mobilisés sur ce sujet, que ce soit les coopérations bilatérales ou multilatérales. On l'évoquait entre nous, on ne comprend pas que des instruments financiers et techniques ne puissent pas être mis en place. Par exemple, par la Commission européenne, on est vraiment dans l'épaisseur du trait des moyens que la Commission met aujourd'hui sur les instruments techniques et financiers d'accompagnement des collectivités et des États. Or, il y a besoin d'accompagner les collectivités et les États. Pour la petite histoire, on est en train de le faire en Europe actuellement. Van Kleusen, on a entendu des villes qui ne se saisissent pas de cette question du partage de la mobilité, ou même qui n'invitent peut-être pas les nouveaux acteurs. J'aurais envie de poser la question de manière un peu provocante. Est-ce qu'il y a des villes qui imaginent obliger à partager pour aller vers la dépossession? Et du coup, également, est-ce que finalement, alors que les villes européennes sont probablement celles qui sont les plus en pointe en termes de multimodalité, etc., est-ce que d'autres pays où les systèmes politiques peuvent imposer une dynamique de transformation très rapide pourraient proposer un tout autre modèle, par exemple en obligeant à partager, et ainsi concurrencer les villes européennes? Obliging, I don't know. I don't think we are there yet. Also within Europe, we have different levels of innovation, and what is really innovative for one city is already old news for another city. Just looking to the western part and the eastern part of Europe, for example. And even, I mean, I don't think we are in a stage yet where we can impose to share. What we, from our perspective, do is first of all convince the cities as well to take the next step, to move to the next step, and to embrace innovation and to embrace these new trends. Because you have certain cities that are real pioneers, that are innovators and are also willing to take the risk, but others are afraid and have many question marks when it comes to implementing innovation, because it also brings risks, as a lot of factors are still unknown. So what we have been investing in a lot, and this is something that can also be transferred to non-European cities, is capacity building and reducing the innovation cycle and reducing the risk of starting something new by developing dedicated tools for transferability, for example, or by providing impact assessment, cost-benefit analysis tools, which helps the city to assess whether a certain innovation is suitable to meet the needs or challenges that they are facing locally. Because just transposing one measure that is a success in one city to another city, it's not that simple. I mean, you have to look at the local context, the specific challenges, and helping cities with delivering such tools is really important. There is a whole new trend of smart cities as well, which is very technology driven, which is also very industry focused. But what we should not forget is that these new technologies, as also Jérôme was, enablers, and that they are not an end in itself, but they are a means to an end to reach certain policy objectives. And you can be smart in many different ways. It doesn't have to be through an obsession for technology. You can also be smart with a very simple measure that is enabling placemaking or that is saving lives. So we want to open up this smart city discussion as well, and this innovation discussion, and sharing is definitely a key element in that whole discussion. And the tools that we have developed, first of all, for peer-to-peer exchange within Europe and among European cities, I'm sure they're very suitable as well to reach out to non-European cities and to see what we have been doing, and also to learn from the mistakes that our cities have made.
c'est un immeuble mobile, c'est plus une maison. Ça change complètement. Je pense quand même qu'il y a un petit problème de... D'accord, vous avez raison sur cette réflexion à l'horizon 2040-2050. C'est intéressant intellectuellement. Enfin, ça ne veut pas dire que vous allez supprimer le nombre, disons, d'endroits et avoir une mutualisation complète et une ouverture complète des modes de mobilité. C'est plutôt le contraire. À mon avis, là, il y a un petit problème de fond quand même, parce que l'espace public dans les villes, et je prends Paris qui est une ville très concentrée, il y a quand même un petit problème de supprimer les maisons et d'élargir encore les villes, c'est-à-dire revenir à M. Pompidou. Enfin, on peut toujours essayer de le faire. Alors je vous laisserai en débattre peut-être pour déjeuner. Moi je dois dire que ce qui m'amuse beaucoup, c'est que finalement quand on parle de mobilité durable, on n'est pas loin du nomadisme, parce que la mobilité, si elle dure, c'est peut-être qu'on devient nomade. Et puis à part cela, je voulais juste faire une annonce. Vous trouverez ici des flyers à la sortie qui sont liés à un concours photo que Kodature organise, qu'on a appelé Moving Generations. C'est-à-dire la mobilité sans limite d'âge. Donc vous pouvez nous envoyer des photos que vous prenez pendant vos vacances et candidater pour avoir le meilleur prix. Voilà, c'était pour terminer. Je remercie beaucoup nos intervenants pour les apports à la discussion et puis je vous propose de continuer les échanges loin des micros.